Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va aborder un sujet d'actualité, un sujet qui est surmédiatisé, mais malheureusement toujours mal compris et source de désaccords. On va essayer d'éclairer les choses aujourd'hui, Inch'Allah. Il s'agit du burn-out ou bien le syndrome d'épuisement professionnel. D'abord, le terme burn-out a été créé par des soignants pour des soignants. Ses précurseurs, c'était en France à la fin des années 50. Claude Weil le définit comme des états d'épuisement au travail. Mais les premières publications concernant le burn-out sont parues au milieu des années 70 aux USA, dans le cadre de la désinstitutionnalisation des soins. Donc le burn-out veut dire consumer de l'intérieur ou bien cramer. C'est un terme utilisé spontanément par des soignants ou bénévoles pour parler de collègues surmenés devenus cyniques vis-à-vis des personnes qu'ils prenaient en charge et avec souvent le cours addictif pour tenir. C'est donc une réalité sociale constatée et une entité clinique contestée avec méfiance de la communauté scientifique. Donc c'est un terme qui fait toujours partie du pop psychologique. Les premières définitions du burn-out, selon Friedenberger, leurs ressources internes en viennent à se consumer, comme sous l'action des flammes, ne laissant qu'un vide immense à l'intérieur, même si l'enveloppe externe semble plus ou moins intacte. Maslach, en 1976, définit le burn-out comme une incapacité d'adaptation de l'intervenant à un niveau de stress émotionnel continu causé par l'environnement de travail. Friedenberger, en 1981, le définit comme un épuisement des ressources internes de l'individu, la diminution de son énergie, de sa vitalité et de sa capacité à fonctionner, qui résulte d'un effort soutenu déployé par cet individu pour atteindre un but irréalisable, et ce en contexte de travail, plus particulièrement dans les professions d'aide. Les symptômes clés. D'abord, le burn-out a une évolution progressive et se caractérise par une triade pathognomonique finale, faite d'épuisement émotionnel avec anesthésie, froideur, d'une déshumanisation et cynisme, d'une dégradation du sentiment d'accomplissement personnel avec frustration, démotivation et inutilité. Et pour ce qui concerne la contagiosité du burn-out dans une équipe ou une profession, elle doit être recherchée du côté du travail et non de la personnalité. Les outils de mesure du burn-out, le plus utilisé et le plus répandu actuellement, c'est le MBI, le Maslach Burnout Inventory, qui est créé par Christine Maslach en 1981. Donc, c'est une échelle d'auto-évaluation largement validée, c'est la plus employée, elle a plusieurs versions et une traduction française. Elle est utilisée pour des personnes au travail et en contact avec du public. Elle a trois dimensions et 22 items. Explorés à partir de la fréquence, de jamais à chaque jour, de l'intensité de très peu à énormément, et du ressenti avec 6 scores significatifs. Donc, avec 9 items pour l'épuisement émotionnel, 5 items pour la dépersonnalisation de la relation, 8 items pour l'accomplissement personnel, et les trois dimensions sont mesurées séparément, donc pas de score global de burn-out. Et on aura à la fin 8 stades d'évolution de 0 à 8. Voici un exemple du MBI, Maslach Burnout Inventory, avec les trois dimensions. Épuisement professionnel, dépersonnalisation et accomplissement personnel. Maintenant, l'évolution du concept à partir des recherches cliniques et épidémiologiques utilisant le MBI. À l'époque des premières observations, le burn-out était conçu comme un syndrome psychologique spécifique aux professions aidantes. Soignants, secouristes, pompiers, bénévoles, associations, assistants sociaux, éducateurs, enseignants, etc. Puis, à extension des risques de burn-out à l'ensemble des individus au travail, quelle que soit leur activité. Et donc, ce n'est plus un syndrome de métier, voire même hors activité professionnelle, surtout lors du travail des aidants familiaux.
Donc, il y a eu mise à jour des facteurs organisationnels qui agissent sur chacune des dimensions de ce syndrome. Pour ce qui concerne les signes cliniques et les stades d'évolution du burn-out, on a d'abord les signes discrets qui sont faits de troubles cognitifs avec atteinte de la concentration, l'attention, la mémoire, manque de mots, les lapsus au travail, puis diminution de la rentabilité et auto-accélération avec augmentation de l'implication et présentéisme pour tenter de retrouver efficience et satisfaction antérieure, la fatigabilité, le déni du surmenage et de la surcharge de travail. Puis les symptômes visibles, qui sont physiques et psychocomportementaux. On remarque surtout les troubles du sommeil, la fatigue qui résiste au repos, l'irritabilité avec accès de colère, la sensibilité accrue aux frustrations, la labilité émotionnelle importante, la perte de plaisir au travail, où la personne fournit plus d'efforts et aura moins de satisfaction, les céphalées, les douleurs généralisées, les tensions musculaires, les troubles du comportement alimentaire avec souvent un yo-yo pondéral, les troubles digestifs, du transit, les nausées, etc., les infections virales, surtout ORL à répétition, et les recours addictifs pour tenir. Et enfin, la phase d'état avec le trépied caractéristique, on assiste à un assèchement affectif et émotionnel. Le patient dit que plus rien ne me touche, la déshumanisation de la relation et un cynisme avec attente jubilatoire de la catastrophe, la démotivation avec vécu d'échec et d'impuissance et d'inutilité, le vécu de perte de maîtrise sur son travail, de vieillissement, d'obsolescence. Les patients sont dépassés, ne se reconnaissent plus dans l'évolution du travail et du métier, le vécu d'usure et de répétition sans fin, qui nous renvoie à l'exemple du tonneau des Danaïdes, la prise de risque, la négligence, la perte de rigueur, la rigidité face aux modifications de l'organisation du travail, la méfiance, et on a une résistance au changement, le repli sur soi, la fuite des lieux de convivialité et un vécu de solitude. Le burn-out dans les classifications internationales. Le burn-out ne fait actuellement pas l'objet d'un diagnostic officiel dans les classifications médicales de référence, que sont les classifications internationales des maladies CIM-10 de l'OMS et le manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux DSM-5 de l'APA, American Psychiatric Association. Ainsi, il ressort de ces classifications médicales que le burn-out ne se caractérise pas par un diagnostic clinique unique et précis, faisant état à la fois de symptômes et de causes bien établis. En revanche, il est défini comme un syndrome qui regroupe un ensemble de signes cliniques et de symptômes qui apparaissent progressivement chez l'individu sans pour autant se référer à un élément causal dans sa définition. Le burn-out fera partie par contre de la CIM-11 qui entrera en vigueur le 1er janvier 2022, mais le burn-out sera classé dans la section des problèmes associés à l'emploi ou au chômage plutôt que dans le chapitre 6 portant sur les troubles mentaux, comportementaux et neurodéveloppementaux tels que les troubles de l'humeur ou d'anxiété. Il est ainsi considéré comme un phénomène plutôt qu'un trouble médical en soi. Le burn-out est-il une fatigue dépassée? La réponse est non. Le burn-out n'est pas le dépassement d'un seuil physiologique. À preuve, la même quantité d'énergie dépensée dans une activité librement choisie ne produit pas le même effet. Le burn-out ne concerne que l'activité professionnelle, voire même seulement telle tâche, là où la fatigue ordinaire touche l'ensemble des activités. Le burn-out n'est pas amélioré durablement par le repos, suspendu temporairement par l'éloignement du contexte professionnel, l'épuisement revient dès la reprise de travail dans les mêmes conditions. Peut-on mourir d'épuisement au travail? La réponse est oui, dans deux cas. Le premier cas, c'est la mort par excès de travail, le cas du karoshi. Et deuxième cas de figure, c'est la mort par suicide. D'abord le karoshi. Premier cas,
a été décrit au Japon en 1969. C'est un terme introduit en 1982 qui détermine un décès par trouble cardiovasculaire, AVC ou infarctus du myocarde associé à un temps de travail excessif dans les semaines précédentes. Il est reconnu au Japon comme pathologie professionnelle depuis 1970. Il a une estimation discutée, elle est de 1000 personnes à 10 000 par an au Japon, donc soit 5 à 50% des décès par pathologie cardiovasculaire dès 25 à 59 ans au Japon. Deuxième cas, c'est la mort par suicide. Les idées suicidaires lors du burn-out sont à dépister. Si elles sont présentes, c'est l'indication de l'hospitalisation. On a des situations à risque qui sont le désaveu, la disgrâce sans avoir démérité, l'évolution du métier avec perte du sens de travail au regard de ses valeurs et de son engagement initial, l'absence d'issue, emploi, mobilité, statut, etc. Les moments à risque sont la reprise du travail, les échéances, l'évaluation individuelle, la nouvelle responsabilité, les tâches supplémentaires, mutations, restructuration, nouvelles technologies, etc. Maintenant, les diagnostics différentiels du burn-out. Le plus important, c'est la dépression. Ce tableau il récapitule les différences entre la dépression et le burn-out. Par exemple, la dysphorie de la dépression elle se manifeste par une tristesse. Par contre, dans le burn-out, on assiste beaucoup plus à l'irritabilité et on n'a plus de stress. L'anédonie lors de la dépression se manifeste par une perte de plaisir et d'intérêt. Par contre, dans le burn-out, il y a perte de plaisir mais maintien de l'intérêt. Le pessimisme est avec des idées noires lors de la dépression. Par contre, on a un pessimisme sans idées noires du burn-out avec le cynisme et déshumanisation de la relation lors du burn-out. Maintenant, burn-out et évolution du travail, selon les données sociologiques et épidémiologiques, selon Michel Golac, la transformation des organisations depuis 1980 s'est accompagnée de la diffusion de diverses formes de l'intensité du travail. Donc il y a intensification du travail avec un accroissement statistiquement significatif des pénibilités physiques et psychiques. Donc plus de pathologies de surcharge avec accroissement des contraintes pesant sur le rythme de travail, cumul des contraintes industrielles, les normes de production, la cadence, ainsi que marchande. On a la dépendance immédiate à la demande, le contact client-public et même dans les métiers de service. Passage de l'intensité DB à la gestion contrainte de la complexité, où le travailleur doit arbitrer lui-même face à des injonctions paradoxales. Rapidité, procédure, normes opposables, qualité, sécurité, satisfaction client, tâches multiples, interruption des tâches, réduction des effectifs, etc. Actuellement, le burn-out touche 3% des femmes actives salariées et 1% des hommes actifs salariés. Burn-out et psychodynamique du travail, la reconnaissance est le pivot de la construction identitaire et du plaisir au travail. Être reconnu pour ce que l'on fait et se reconnaître dans ce que l'on fait. La dégradation du sentiment d'accomplissement personnel du burn-out est liée à l'échec de la psychodynamique de la reconnaissance dans le travail. Avec vécu de non-reconnaissance de l'effort consenti, de l'expérience, de la compétence, un vécu d'inachèvement, d'insatisfaction dans l'accomplissement de la tâche, mission impossible, épuisement, culpabilisation, autodévalorisation, confrontation épuisante, désespérante, au déni de perception du réel par l'encadrement. Le burn-out, que faire? D'abord, la démarche diagnostique. Il faut savoir distinguer le burn-out des autres décompensations psychiatriques grâce à la triade pathognomonique et le rapport subjectif au travail. Il faut évaluer le risque suicidaire et les troubles
associent les évolutions compliquées telles que les addictions, les PTSD, les dépressions, les troubles anxieux, la somatisation avec risque cardiovasculaire. Il faut contacter le médecin de travail pour alerter et avoir un éclairage sur l'organisation du travail. Il faut orienter vers la consultation de pathologies professionnelles pour évaluer plus précisément le lien santé-travail. Pour la prise en charge proprement dite, dans le burn-out, l'arrêt de travail prolongé s'impose. Un éventuel traitement médicamenteux, notamment par les antidépresseurs, il est indiqué seulement s'il y a des complications psychiatriques associées, telles qu'un PTSD, une dépression, un trouble panique, trouble d'anxiété généralisée, etc. La combinaison d'interventions psychothérapeutiques ou psychocorporelles, telles que les thérapies cognitives ou comportementales, qui ont pour but de changer la façon de penser et de ressentir et de se comporter des participants face à des situations de stress. La relaxation qui a pour but d'induire un état de calme mental et physique, ou les deux ensemble, afin de contrecarrer l'agitation causée par le stress. La méditation en pleine conscience, qui a pour but de recentrer l'attention du patient afin d'éloigner la source de stress, d'améliorer la conscience des tensions du corps et de l'esprit et de réduire cette tension par un lâcher-prise. L'hospitalisation s'impose s'il y a un risque suicidaire ou bien une gravité du tableau d'épuisement et du risque somatique. Si besoin d'hospitalisation, il faut préférer en première intention les unités d'accueil des crises et non les services psychiatriques conventionnels. La démarche thérapeutique doit être pluridisciplinaire. Il faut garder un lien avec le médecin du travail pour un suivi parallèle du retour au travail, santé mentale et santé au travail, l'aménagement des conditions de travail individuelles, l'analyse de l'amélioration de l'organisation de travail dans un but de prévention pour tous. Et enfin, conclusion, le burn-out est une problématique d'une ampleur qu'aucun d'entre nous n'aurait imaginé. C'est un phénomène réel, mais qui est encore aujourd'hui mal compris et source de désaccord. Le burn-out peut se manifester de différentes manières, que ce soit par des troubles psychiques ou physiques. Il n'y a donc pas un burn-out, mais plusieurs. Le traitement est adapté à la personne selon ses besoins afin de se ressourcer et se recharger. Il est très rare qu'une personne en burn-out s'en sorte toute seule. C'est pourquoi il ne faut pas hésiter à consulter, car trop souvent le burn-out est considéré comme une maladie honteuse au même titre que la dépression. Le dénier ou penser pouvoir le surmonter seul est généralement délétère. La bibliographie. Et merci pour votre attention.